les satellites pour comprendre les causes du changement climatique. Alors, les causes du changement climatique actuel, je pense que c'est clair pour vous tous, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, la question est en quoi les satellites peuvent nous aider à observer ces gaz à effet de serre et pourquoi, comment. Alors, effectivement, hein, c'est le cas. Ici, vous avez à titre d'illustration la concentration en dioxyde de carbone, donc la couleur donne la quantité entre 380 et 400 ppm. Alors c'est un graphe un petit peu ancien qui va de 2008 à 2015. Donc le dioxyde de carbone dans la moyenne atmosphère observé par l'instrument IASI sur le satellite METOP-A en fonction de la latitude entre le pôle sud ici et le pôle nord là. Donc, vous voyez ce motif en tapis volant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on voit très bien l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On voit très bien également le cycle saisonnier, dont je crois que Catherine vous avait parlé lors de la première phase de la formation. Et on voit que ce cycle saisonnier, il est inversé entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, vu qu'il est lié à la végétation qui pousse au printemps, en été, et puis et pas en hiver. Donc voilà, on est capable avec des satellites de produire ce genre de schéma. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on va mesurer la composition de l'atmosphère à distance, vu que l'espace, ça commence à 100 km et la partie de l'atmosphère dans laquelle il y a les gaz de façon significative, c'est en gros entre 0 et 15, 20 km peut-être. Donc, j'ai repris deux illustrations de la présentation de Catherine. Une qui décrivait un petit peu comment se répartissent les différentes proportions du rayonnement solaire qui vont être absorbées ou réfléchies par la surface. Donc, normalement, ça doit vous parler. Vous voyez qu'il y a une partie qui remonte parce qu'elle va être réfléchie par les molécules de l'air, par les nuages ou par la surface. Ah, pardon. Donc, on peut déjà effectivement mettre un petit capteur, regarder vers la Terre et collecter ce rayonnement et l'analyser. Ça, c'est la première chose. Un deuxième schéma qu'elle vous avait présenté aussi, représentant, pour illustrer le gaz à effet de serre, c'est le fait qu'il y a de la radiation dans le domaine de l'infrarouge qui est émise par la surface de la Terre et par l'atmosphère, qui va être absorbée par les gaz à effet de serre et réémise vers l'espace. Donc là, de la même façon, on peut également mettre notre capteur en haut, regarder la Terre dans le domaine de en sélectionnant, en se focalisant sur l'infrarouge thermique, et on aura des informations sur ce rayonnement et donc ce qui s'est passé en termes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors là, je redis un petit peu la même chose, mais c'est juste pour y aller plus tranquillement. C'est quand même des notions qui sont à la base. Donc, on va mesurer la composition de l'atmosphère à distance grâce aux interactions entre le rayonnement et l'atmosphère. Alors, on a plusieurs cas. Si on est dans le domaine visible, la source du rayonnement, c'est le Soleil qui va émettre sa lumière, qui sera réfléchie par la surface terrestre et renvoyée par le satellite, ou on l'a vu, qui pourra aussi être diffusée, c'est-à-dire réfléchie, hein, c'est la même chose, directement dans l'atmosphère par des gaz, des nuages ou des aérosols, ou absorbée en partie. Dans le domaine de l'infrarouge thermique et même au-delà vers les longueurs d'onde des micro-ondes, la source, c'est la Terre et l'atmosphère. Donc la Terre émet son rayonnement infrarouge vers l'espace, donc captable par le satellite, et l'atmosphère va également absorber et réémettre. Il y aura un petit peu de diffusion, mais c'est un effet qui est moins important que dans le domaine visible. Et puis, il y a un troisième cas, j'en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé du LIDAR, c'est quand on est dans le cas d'une mission qu'on appelle active. Alors, on appelle mission passive des missions dans lesquelles on ne fait que observer le rayonnement, et on appelle mission active des missions spatiales pour lesquelles on émet le rayonnement, que ce soit un rayonnement radar ou laser dans l'optique. Donc, le rayonnement laser est envoyé vers la surface terrestre. Il va être réfléchi par la surface et dans l'atmosphère, il va également être absorbé et rétrodiffusé. Et donc, en étant collecté,
en analysant ce rayonnement-là, on va apprendre des choses sur ces processus de diffusion et d'absorption et donc sur la composition de l'atmosphère, les gaz, les nuages et les aérosols qui font cette diffusion, cette absorption et cette émission. L'idée, c'est que voilà, dans le bocal, on a un liquide. Le liquide, c'est l'atmosphère. Donc voilà, au lieu d'être gazeux, c'est liquide, c'est de l'eau. Et puis ici, là, j'ai un pointeur laser. Donc ça va représenter soit le soleil, soit un laser si on a un lidar. Et en fait, j'ai deux gaz absorbants différents. Alors, ce n'est pas du dioxyde de carbone ou du méthane ou tout ça, c'est du colorant rouge et du colorant vert. Et donc, on va voir en fait comment réagit le rayonnement à la présence de ces pseudo-gaz absorbants. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand je suis dans le bocal rouge, alors attendez, je vais revenir, c'est peut-être, voilà, on voit bien la tache lumineuse. Le rayonnement, il est transmis. Ah oui, évidemment, ce qui fait le capteur du satellite, ici, c'est votre œil. Enfin, l'appareil photo qui a enregistré ça et votre œil qui voit la tache lumineuse. Si en revanche, on prend le bocal vert, on voit que la lumière est beaucoup moins transmise. La tache est beaucoup moins brillante que tout à l'heure parce que le colorant vert absorbe la longueur d'onde rouge. Là, on voit que la tache est beaucoup plus brillante dans le rouge. Ah, attendez, je n'avais pas coupé piste audio désactivée. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous avez bien vu, donc là, on a toujours le bocal. Là, on a la tache lumineuse du rayonnement à la surface. Et on va voir des effets d'albédo en fait en passant d'une surface sombre à une surface brillante. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi quand on traite les données spatiales. Alors, je vais vous le remettre, ça va un petit peu vite. Voilà. Alors, ah, pardon. Oups, voilà. Là, vous voyez, la tache est très brillante quand on est sur du blanc. Et elle est beaucoup moins brillante quand on passe sur une surface noire. Ce qui est tout à fait logique. Hein, mais... Voilà. Alors maintenant, l'idée, c'est de faire le lien en fait entre la transmission. Donc là, on voit que la transmission du rayonnement, bah, ça va dépendre de la longueur d'onde du rayonnement ou ça va dépendre du gaz qui est présent dans le milieu. Là, on va voir l'impact de la concentration sur la transmission. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute quelques gouttes de colorant. J'essaie d'enlever les commentaires. Voilà. Et donc, en augmentant la concentration, on va augmenter l'épaisseur optique en fait du constituant. Donc, il y avait le pot d'origine, voilà, avec la concentration initiale. On voit bien la transmission du rayonnement. Et là, on voit que le rayonnement, on voit quasiment plus la tache, on la devine à peine. Donc, la transmission devient nulle, c'est quasiment zéro, parce que la concentration a augmenté. Alors, il y a une autre façon de faire diminuer la transmission, c'est simplement, sans changer la concentration du milieu, de changer son épaisseur physique. Donc, l'épaisseur optique dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, ça dépend à la fois de la concentration et de l'épaisseur totale du milieu. Sauf que bon, dans l'atmosphère, en réalité, on n'a pas de... la pression de surface varie un petit peu, mais c'est la concentration principalement qui marque ça. Je vais quand même enlever, voilà. Et là, je vous ai parlé de diffusant tout à l'heure. Alors, la diffusion, c'est la réflexion du rayonnement dans différentes directions. Donc, on va le voir en introduisant un nuage dans notre atmosphère. Alors, un nuage à base de grains de cannelle. Hein. Et donc, voilà, là, vous avez toujours la tache à la surface parce que malgré tout, le rayonnement continue à être transmis en partie, mais on voit aussi qu'il est en partie réfléchi
directement depuis le nuage vers notre œil, vers le capteur de l'appareil photo. Cet effet-là, le fait que les nuages réfléchissent une partie du soleil, on appelle ça l'effet parasol. C'est le fait qu'effectivement, quand il y a une journée éclairée, s'il y a un nuage qui passe devant le soleil, ben, il va faire plus sombre et moins chaud sous le soleil. Donc les nuages, ils ont tendance à refroidir l'atmosphère par l'effet parasol, mais ils ont tendance à la réchauffer par effet de serre. Donc l'effet des nuages sur le climat est très, très compliqué. J'y reviendrai après, mais c'est vraiment une grande source d'incertitude. Voilà. Et puis, il y a un dernier petit film, donc toujours sur les diffusants, mais là, on avait plutôt une couche de cannelle, vous voyez, à la surface du liquide. Là, je l'ai homogénéisé beaucoup plus. Et donc, la diffusion, elle a lieu vraiment sur toute la hauteur dans l'atmosphère. Donc, les aérosols dans l'atmosphère, c'est plutôt comme ça. C'est pas une couche aussi, c'est pas aussi défini spatialement qu'un nuage. C'est un petit peu partout, voilà, des poussières liées à la pollution, liées au feu, mais liées aux poussières désertiques, etc. Et donc, voilà, toutes ces petites taches brillantes que vous voyez, c'est vraiment la diffusion par les particules. Voilà, fin du TP. Voilà, je pense que peut-être ça peut vous inspirer pour des TP parce que c'est quand même une façon de visualiser la transmission ou l'absorption à certaines longueurs d'onde seulement en utilisant différents colorants. On a vu l'effet de l'albédo de la surface, on a vu le lien entre la transmission et la concentration. J'ai introduit rapidement l'épaisseur optique. On a vu la diffusion par un nuage avec l'effet et notamment l'effet parasol. Alors maintenant, donc on a dit qu'on allait pouvoir mesurer l'atmosphère à distance grâce justement à ces interactions-là, absorption et diffusion, mais c'est également grâce à la décomposition spectrale du rayonnement. Alors, bon, ces figures-là, c'est pas forcément, voilà, ça vous fait peut-être le même effet que Tintin, vous dire: «Mais qu'est-ce qu'ils ont à regarder ces spectres-là?» Il y a des raies partout, mais bon, c'est quand même moins sympa que d'aller reconnaître, la place du Capitole sur une image, Pléiade. Donc ce spectre, donc, il est, c'est vraiment le spectre émis par la Terre et l'atmosphère dans l'infrarouge thermique. Alors là, on est en nombre d'ondes, mais en gros, à droite, on est à 3,5 microns et à gauche, on est à 15 microns. Donc, on est dans l'infrarouge thermique. Ça représente la transmission, donc comme on l'a vu avec le petit épée, entre la Terre et le satellite. Donc, quand la transmission... Où est-ce que j'ai mon pointeur? Pardon. Quand la transmission est proche de 1, c'est-à-dire que l'atmosphère est peu absorbante ou quasiment pas. Quand elle est proche de 0, c'est-à-dire que l'atmosphère est très, très absorbante. Cette information-là, on l'a grâce à un instrument qui est un interféromètre qu'on appelle YASI, qui a été développé par le CNES et qui vole à bord des satellites opérationnels METOP A, METOP B et METOP C de METSAT. METOP A doit avoir sa fin de vie cette année, en 2021, mais enfin, après une belle longévité. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce spectre? On voit des zones d'absorption. Et c'est l'absorption du rayonnement dans l'infrarouge thermique qui fait l'effet de serre. Donc évidemment, ce qu'on va retrouver, ce sont les gaz à effet de serre. Donc on a le dioxyde de carbone qui est responsable de ces deux grosses bandes d'absorption ici. On a la vapeur d'eau qui est responsable de l'absorption sur tout ce domaine-là, mais qui a des raies un petit peu partout dans le spectre. On retrouve aussi d'autres composés comme l'ozone, comme le méthane, le monoxyde de carbone, etc., etc. Et à partir de la mesure de la profondeur de ces raies, plus elles vont être profondes, plus la concentration en gaz sera élevée. C'est ce qu'on a vu un petit peu quand j'ai rajouté du colorant dans le liquide. Et donc, on va pouvoir mesurer comme ça la concentration et obtenir ainsi des cartes, par exemple, carte d'ozone ici, carte de méthane, de monoxyde de carbone, et en réalité d'un très, très grand nombre de composés. Voilà, vous avez ici quelques illustrations. Donc, on voit aussi bien le SO2 qui est un traceur des éruptions volcaniques, le CO2 et le CH4 qui sont des gaz à effet de serre, l'ozone avec la problématique du trou d'ozone au-dessus des pôles, etc. Et ces données, elles sont à la disposition de l'ensemble de
enfin de tout le monde, mais en particulier de la communauté scientifique, sur un pôle de données Aeris qui regroupe en fait toutes les données spatiales du CNES, bah, en partage avec le CNRS, etc. Donc voilà, et le nombre de variables observées par ce capteur, c'était au-delà des espérances initiales. Alors maintenant, donc on a vu, enfin, j'espère que vous avez compris comment on pouvait observer les gaz à effet de serre avec un satellite. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire un satellite pour observer les gaz à effet de serre? Parce que bon, ça coûte cher, c'est long à développer, c'est compliqué. La raison, elle est très simple. Je vous propose de repartir de ces courbes, je crois que Catherine vous les avait montrées, qui sont des mesures du dioxyde de carbone à la surface à l'observatoire de Mauna Loa. Donc, c'est vraiment les mesures historiques. À droite, vous avez toute la courbe là, de 1960 à 2020. Donc, c'est des mesures qui sont faites à un observatoire. Hein. L'air autour de l'observatoire est analysé et on en déduit la concentration en dioxyde de carbone. Donc, on voit qu'elle augmente évidemment et puis on voit ce cycle saisonnier dont on a parlé tout à l'heure. La difficulté, c'est que Mauna Loa, c'est un point sur le globe. Et puis, ça tombe bien, Mauna Loa, c'est sur Hawaï, donc on est au milieu du Pacifique, on est au-dessus d'une montagne, donc l'air, il est très propre. Donc, on voit directement le signal atmosphérique moyen, on va dire. En réalité, si on regarde des mesures donc au-dessus de la France, ici, pour différentes stations, Saclay, Trénoux, qui est près d'Orléans, le Puy-de-Dôme, Biscarrosse et le Pic du Midi. Et si on les regarde à une échelle plus temporelle, plus courte, ici par exemple une échelle journalière, donc on est sur une dizaine de journées en mai, on a les mesures de méthane et les mesures de dioxyde de carbone. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande variabilité d'un point à l'autre. Donc, quelque part, pour pouvoir documenter le CO2 partout, il faudrait mettre des stations partout. En plus, on voit qu'il y a des stations qui vont mesurer une quantité de fond, parce que c'est comme le Pic de Midi ou le Puy-de-Dôme, l'air est très propre, entre guillemets. Par contre, à Saclay, là, vous vous prenez en plein, voilà, il fait nuit, les gens n'allument pas leur moteur, ne font rien brûler dans leur cheminée. Et voilà, dès que les activités humaines reprennent, la quantité de CO2 augmente tous les jours. Donc, on voit un petit peu les limites de ces mesures sur des stations. Ici, vous avez une carte à gauche du réseau de mesure sol. Donc, vous voyez qu'il est quand même pas si, pour le dioxyde de carbone, vous voyez qu'il est quand même pas si dense que ça. Il y a des zones, les océans, l'Antarctique, l'Afrique, les pôles, tout ça, c'est quand même très, très compliqué d'accès. Et puis, ça va vous donner le dioxyde de carbone près de la surface. Mais ce n'est pas forcément représentatif de la concentration en dioxyde de carbone sur l'ensemble de la colonne atmosphérique. Parce que près de la surface, évidemment, si on se met dans une rue bien fermée avec plein de voitures, ça va être très élevé. Si on se met plus haut, ça le sera moins. Donc, il y a aussi des réseaux d'instruments, de spectromètres qui, par des mesures de télédétection, vont être capables de mesurer depuis le sol la moyenne, si vous voulez, sur la colonne de dioxyde de carbone, la quantité intégrée. Mais on a le même problème, si ce n'est plus. Donc, c'est le réseau Ticon qui fait ça. Voilà, il y a vraiment des spectromètres. C'est quand même des gros instruments. Il faut des gens qui le maintiennent, qui le fassent fonctionner. Et donc, ben voilà, il y en a en gros en Europe, aux États-Unis, et puis quelques endroits sur Terre, mais on est loin de couvrir le globe. Donc, la première raison pour laquelle on utilise un satellite, c'est vraiment pour avoir... Ah, pardon, j'ai un schéma qui n'est pas bien placé. Pour avoir une couverture de la Terre beaucoup plus globale. L'instrument YASI dont j'ai parlé, il a une possibilité de scan. Donc, en fait, quand le satellite avance, il va mesurer non seulement sous la trace du satellite, mais de part et d'autre à sa gauche et à sa droite.
Et ici, à titre d'illustration, alors c'est pas pour le dioxyde de carbone, c'est pour le monoxyde de carbone, mais vous avez pour, alors c'est même pas une journée complète, enfin c'est seulement une partie des orbites, c'est que les orbites montantes, mais pour une journée, vous avez le nombre de mesures de monoxyde de carbone que vous pouvez avoir sur Terre. Donc en une journée, il y a plusieurs centaines de milliers de points donc, qui couvrent la Terre beaucoup mieux que les stations Sol. Donc, du coup, je vais vous parler de la mission Microcarb, qui est une mission dédiée à la mesure du dioxyde de carbone, qui est en développement. Alors, évidemment, hein, c'est des vues d'artistes que je vous montre. Là, on ne sait pas venir prendre en photo nos satellites quand ils volent, et Microcarb ne vole pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Il y a plein d'incertitudes encore sur le cycle du carbone. Ce qu'on sait, c'est que le dioxyde de carbone qui est émis en raison des activités humaines, donc essentiellement la combustion du gaz, du charbon, du pétrole et l'impact de la déforestation, ça va gonfler les stocks atmosphériques. On brûle du CO2, donc il y en a de plus en plus dans l'atmosphère. Mais tout ne finit pas dans l'atmosphère. Sur cette courbe-là, donc qui couvre une cinquantaine d'années, on voit la courbe marron, en fait, elle donne le total des émissions de dioxyde de carbone humaine. Alors, ce total, il est assez bien connu. La courbe rouge, ce sont les émissions liées aux combustions de carbone fossile. Donc, on sait à peu près combien on extrait de charbon, de pétrole, de gaz du sous-sol de la Terre. Et puis, vous avez le petit surplus qui est lié à la déforestation. Donc ça, à l'échelle globale, sur une année, c'est à peu près connu. Ce qui est connu aussi, c'est la partie qui va être captée par les océans. Donc c'est la partie en bleu foncé en bas. Bon, vous voyez que les émissions augmentent, mais enfin ça, c'est pas une surprise. Donc la partie captée par l'océan, on la connaît. La partie qui finit dans l'atmosphère, qui gonfle ses stocks, on la connaît parce qu'on a justement c'est comme les courbes à Mauna Loa où on voit la concentration du dioxyde de carbone qui augmente dans l'atmosphère. Donc ça augmente. Alors après, ça augmente de façon très très variable. Il y a des années, ça va augmenter, tout va finir quasiment dans l'atmosphère. Et d'autres années, tout ne va pas finir dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va être captée par la surface, par la végétation, les arbres qui poussent, et les sols aussi, enfin voilà, tout par la surface. Le truc, c'est que ces très très grosses variations interannuelles au niveau de la captation du CO2 émis par la surface, on ne sait pas les expliquer. On ne sait pas encore les expliquer. Donc, on ne sait pas précisément quels écosystèmes sont les plus efficaces. Est-ce que ce sont les forêts tropicales ou les forêts des hautes latitudes? On ne sait pas s'il y a des effets de seuil. En moyenne, actuellement, sur ces 50 années-là, en moyenne, c'est à peu près la moitié qui va être absorbée par la surface et puis voilà, et l'autre qui finit dans l'atmosphère. Mais est-ce que dans un climat qui va évoluer, est-ce que ce sera toujours la même proportion ou est-ce que ça va s'arrêter puis on va rester dans ce régime-là où tout finit dans l'atmosphère? Ça, c'est des questions auxquelles on ne sait pas précisément répondre. Donc par rapport à ce questionnement-là, la communauté scientifique, on a réfléchi avec eux à une mission. Et donc, ces microcarbes, l'objectif, c'est d'aller mieux connaître les flux de CO2 à la surface. Les flux, ça veut dire quoi? C'est vraiment le transfert d'un réservoir vers un autre. Donc, ce sont soit les émissions de CO2 à la surface, quand les forêts respirent, voilà, il y a du CO2 qui est émis, soit, et puis il y a les émissions humaines, évidemment, soit donc, ça, ce sont les sources et il y a les puits. Donc, les puits, c'est quand le CO2 est capté de l'atmosphère vers la surface, par exemple, quand la végétation fait de la photosynthèse. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas mesurer des flux directement depuis l'espace. On ne sait pas dire il y a tant de tonnes de CO2 qui sont passées de l'atmosphère vers la surface. Par contre, on sait mesurer les concentrations, vu que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de mesurer les concentrations dans l'atmosphère. Donc en réalité, le satellite, il mesure des données brutes.
On en fait des, entre guillemets, «beaux spectres», hein, voilà. Alors, bon, c'est pas, l'image n'est pas très précise, mais on est dans le proche infrarouge et on observe, les raies du dioxyde du carbone et de l'oxygène aussi pour avoir la pression de surface. Avoir la pression de surface, ça veut dire avoir la hauteur de liquide dans mon bocal. Et puis à partir de ces spectres, on fait ce qu'on appelle une inversion et on va pouvoir produire des, concentrations en dioxyde de carbone. Donc simplement à partir de ces concentrations, il va falloir aller au flux. Donc pour aller au flux, en fait, ces concentrations, elles vont être, assimilées, ingérées, si vous voulez, dans un modèle de transport atmosphérique, comme enfin les modèles qui servent à faire les projections climatiques. Et on va ajuster les flux, du modèle, pour que ça colle mieux à la mesure. Voilà, à la main, en gros, c'est ça. Et donc, in fine, ces mesures de concentration, elles vont nous permettre de réduire, les incertitudes sur les flux. Alors, le problème, c'est un petit peu celui-là. Imaginez donc, vous avez une tasse de café et puis vous faites tomber du lait par endroits. Vous observez la quantité de lait, voilà, depuis votre satellite, et il faut savoir où est-ce que le lait a été versé et quelle quantité. Alors, on voit que c'est quand même un problème qui n'est pas simple parce qu'effectivement, le CO2 dans l'atmosphère, c'est un gaz qui est très, très, très inactif, donc il va être très bien mélangé, il va être transporté, il a des temps de résidence très longs, de plusieurs siècles. Donc c'est pas parce que vous émettez du CO2 à un endroit ou qu'il y a un puits à un autre endroit, le signal il va être noyé parce qu'il y a des vents qui vont mélanger tout ça assez vite. C'est un petit peu comme si avec votre cuillère, vous remuez le lait dans le café. Plus vous remuez, plus c'est compliqué de savoir où le lait a été versé. Et en plus, à droite, vous avez la même image mais floutée. Vous voyez bien que si votre mesure de concentration elle n'est pas assez précise, si vous n'êtes pas capable de voir précisément où est-ce qu'il y a du lait, où est-ce qu'il y a du café, l'exercice est encore plus dur. Donc la difficulté de cette mission, c'est qu'on cherche à atteindre une précision qui est de l'ordre de quelques dixièmes de ppm, hein, sachant que la valeur moyenne, elle est à 400. Donc on est dans une précision où on cherche le 1 pour 1000. Donc c'est vraiment énorme. Et cette question de la précision, c'est ça qui fait toute la complexité de la mesure. Il ne s'agit pas de mettre un capteur et de dire ouais super, je mesure le CO2. Encore faut-il le mesurer suffisamment précisément pour que ça réponde à la question scientifique. Voilà, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Je suis intervenue dans un lycée il n'y a pas très longtemps par rapport à un atelier scientifique où les élèves avaient acheté un petit capteur pour mesurer le CO2 dans une salle de classe et savoir s'il fallait l'aérer ou pas, quoi. Et donc, on a discuté un petit peu des performances de leur capteur et qui coûtait 90 €, voilà. Et puis, nous, dans le service au CNES, on a un capteur aussi pour mesurer le CO2 quand on fait des campagnes de validation au sol. Et donc, notre capteur au CNES était 1000 fois plus précis que le leur et 1000 fois plus cher. Il y avait vraiment une proportionnalité. Donc, voilà, donc la difficulté, c'est vraiment cette idée de précision, c'est tout l'enjeu est là, quoi. Et c'est ce qui fait le piment du projet aussi. Alors, ces quelques planches là, c'est sur la question des boucles de rétroaction, donc des feedbacks en anglais. C'est ça qui fait un petit peu la complexité de la machine climatique. Ici, c'est une illustration très schématique, mais je trouve qu'elle est assez claire. Vous avez le changement climatique. Ça va faire du changement, ça va changer la température, mais ça va changer aussi les nuages, ça va changer la banquise, ça va changer tout ça. Ces changements, il y en a certains qui vont ralentir le changement climatique et il y en a d'autres qui vont l'accélérer. Et donc, on parle de feedback négatif ou de feedback positif. Et toute la difficulté est là, est d'avoir des boucles qui soient suffisamment claires avec et bien comprises pour savoir qu'est-ce qui va accélérer, qu'est-ce qui va ralentir et à la fin, à quelle vitesse le changement climatique va avoir lieu. Et du coup, c'est aussi pour ça que je trouvais que le titre que j'avais donné initialement à ma présentation n'était pas terrible, parce que je parlais des causes et conséquences du changement climatique. Mais en fait, avec cette notion de rétroaction, certes, la cause initiale, c'est les gaz à effet de serre, mais la température va être modifiée,
ça va avoir un impact, par exemple, sur les nuages et les nuages vont à leur tour avoir un impact sur le rayonnement et donc sur le changement climatique. Donc, les conséquences deviennent aussi quelque part un petit peu des causes. Je vais vous illustrer ça avec 2 exemples. Et voilà, et qui répondront aussi à la question de pourquoi on choisit des missions actives ou passives, pour, faire nos mesures. Je vais vous parler de Merlin, qui est un lidar en cours de développement entre le CNES et l'Agence spatiale allemande, le DLR, pour, l'observation du méthane. Alors le méthane, c'est la seconde source, anthropique, de gaz à effet de serre après le dioxyde de carbone. Ce qui est intéressant dans le méthane, c'est qu'il a un temps de résidence un petit peu plus court, de l'ordre de la dizaine d'années, ce qui fait que si on agit, sur les émissions, l'impact positif pour le climat, on va le ressentir plus tôt que si on le fait pour le CO2. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour le CO2, mais c'est une cible intéressante. Le problème du méthane, c'est que, il y a plein de choses qui produisent du méthane et on ne sait pas très bien comment. Ici, sur ces schémas, vous avez presque 2 fois le même schéma, simplement un petit peu en symétrique. Vous avez d'un côté des grandes régions, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, la Chine, et cetera. Et de l'autre, vous avez des domaines d'activité ou des écosystèmes qui sont, émetteurs de méthane. Donc il y a la production et l'utilisation des énergies fossiles, il y a l'agriculture et la gestion des déchets. En gros, ce qui émet du méthane, c'est tout ce qui est matière organique en décomposition. Donc les rizières, par exemple, en agriculture, mais il y a aussi les ruminants qui émettent du méthane. Les biocarburants et la combustion de la biomasse, les zones humides et puis d'autres sources naturelles. Et donc, vous avez deux bilans, un à gauche et un à droite, qui ne sont pas tout à fait d'accord. À gauche, on dit qu'il y a 558 téragrammes de méthane par an qui sont émis et à droite, on dit qu'il y a 736. Alors, comment est-ce que ces bilans, ces budgets sont réalisés? Celui de droite, c'est un budget qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on part des inventaires. On a tant d'usines, tant de sites d'extraction de gaz naturel qui émettent chacun temps, donc ça fait ce temps. On a tant d'hectares de rizières, de zones inondées, et donc on a ces catalogues, ces inventaires, puis on calcule voilà, à la fin combien ça fait, puis on peut les attribuer aux différentes zones géographiques. À gauche, on a un budget top-down. Donc, l'idée, c'est qu'on part de la concentration en méthane dans l'atmosphère, donc qui va être mesurée par des stations sol, modélisées également par des modèles de projection climatique. Et puis on dit, bah voilà, pour avoir telle concentration de méthane dans l'atmosphère, c'est que en moyenne, telle zone a émittant, où il faut que je règle enfin, il faut que l'agriculture ait émittant, etc. Et ces deux approches-là, elles donnent des résultats très différents. Donc on voit qu'il y a déjà quand même des grandes incertitudes parce que le problème est complexe. Ce qui rend le méthane d'autant plus prioritaire comme gaz à observer, c'est justement aussi ses rétroactions potentielles sur le climat, notamment via le pergélisol. Alors le pergélisol, en français, on appelle ça permafrost en anglais, mais des fois on utilise le terme anglais. Ce sont toutes les terres qui sont gelées en permanence. Donc, elles ne sont pas forcément des terres qui sont recouvertes de glace, mais ce sont des sols qui sont gelés. Et ces sols contiennent une grande quantité de matière organique, donc qui est congelée pour le moment, mais si ça vient à se réchauffer, ça dégèle et la matière organique va libérer du méthane dans l'atmosphère. Et donc la question, c'est quelle va être l'ampleur de cette rétroaction, qui là est une rétroaction positive, hein. On a une augmentation de la température, donc une fonte du pergélisol, donc une augmentation des concentrations en méthane, et donc comme on rajoute un gaz à effet de serre, on augmente à nouveau la température, etc. Donc ça, c'est une question critique au niveau de la surveillance du méthane. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi un lidar pour cette mission? L'intérêt d'un lidar par rapport à l'utilisation du soleil, c'est que le laser, on peut l'allumer même quand il fait nuit. Or, les hautes latitudes, il y a tout l'hiver, elles vont être dans l'obscurité ou éclairées tellement peu qu'on ne sera pas capable de faire une mesure suffisamment précise avec le satellite. Donc, c'est pour cette raison-là que pour le méthane, on a choisi une mission active, un lidar, pour pouvoir avoir des mesures
l'hiver aux hautes latitudes, l'hiver et le printemps, pour justement voir comment évoluent les émissions de méthane au niveau du pergélisol. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de tout à l'heure. Et donc un deuxième exemple de boucle de rétroaction à laquelle on répond aussi avec un lidar. Donc, dans le climat actuel qui change, les modèles de projection climatique, ils prévoient des évolutions de la distribution des nuages en 3D. Donc, c'est ce qui est représenté dans cette illustration qui est tirée du rapport du GIEC de 2013. Il y a des évolutions pour lesquelles on a un bon degré de confiance sur le fait qu'elles vont se produire, que par exemple les gros cumulonimbus proches de l'équateur, le sommet du nuage va monter, voilà, les nuages hauts aux latitudes de 60 degrés vont augmenter aussi. Et puis il y a des choses pour lesquelles on a un petit peu moins de confiance, c'est ce qui est en gris clair. Pour valider notre compréhension de ces mécanismes et puis être certain que ce que prévoient les modèles, c'est bien effectivement ce qui va arriver, on va avoir besoin de longues séries temporelles parce que ce sont des évolutions qui se produisent sur voilà, plusieurs dizaines d'années. Hein. Catherine, vous avez bien parlé de ça. Et donc, ça, c'est une première contrainte. On va essayer de faire des... Alors, la durée de vie d'une mission spatiale, ça dépend, mais typiquement, on va être entre 3 et 15 ans. Quoi. Là, on va chercher à faire des séries temporelles de 20 ans, 30 ans. Ce qui se passe au niveau des nuages, c'est que la rétroaction des nuages sur le climat, c'est une des plus grandes sources d'incertitude des modèles. Ici, vous avez un schéma que vous avez déjà vu probablement. Donc, c'est entre les années 2000 et 2100, l'évolution de température prédite pour un scénario du GIEC, je ne sais plus lequel exactement. Mais pour chaque scénario, vous avez observé qu'il y a une partie claire autour, en fait, une sorte de barre d'erreur. Ces barres d'erreur, elles viennent de la dispersion des résultats des différents modèles de projection climatique. L'incertitude pour ce scénario-là, elle est supérieure à 2 degrés. Et dans cette incertitude, il y a plus de la moitié qui vient justement des rétroactions nuageuses. Et donc, parce que effectivement, si la température change, un nuage, c'est des gouttelettes d'eau liquide ou des cristaux de glace, selon la température à laquelle est le nuage. L'effet des cristaux ne va pas être le même sur le rayonnement que l'effet des gouttelettes, etc., etc. Et l'intérêt d'avoir un lidar spatial, c'est que comme on émet nous-mêmes le rayonnement, on peut émettre en fait un petit pulse de lumière, on n'émet pas en continu. On a une horloge à bord, donc on déclenche le chrono quand la lumière part. Et puis on mesure le temps que met la lumière pour revenir et puis on acquiert le signal en fonction du temps. On a une horloge à bord et donc on peut avoir une idée de chaque tranche de l'atmosphère qui a renvoyé la lumière du lidar, à quelle altitude ça correspond parce que le temps, on connaît, la lumière se déplace à la vitesse de la lumière, on connaît sa vitesse, donc quand on a le temps avec notre chronomètre, on a la distance d'où vient le rayonnement. Et donc, avec un lidar, on va pouvoir justement surveiller ces différentes évolutions, hein, que le sommet du nuage évolue, etc. Et cette évolution du sommet du nuage, c'est la chose qui va être, d'après les modèles, qu'on va pouvoir voir le plus vite possible. En une trentaine d'années, le signal il sera mis en évidence, alors qu'il y a d'autres signaux qui vont demander des échelles de temps plus longues. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre du lidar. Et donc, l'idée, c'est que les missions spatiales, là, elles vont permettre de dire, voilà, on observe ça en termes de distribution verticale des nuages. Si dans votre modèle, ce n'est pas ça qui est observé, les mécanismes ne sont pas bons. Donc, ça va permettre quelque part de sélectionner les modèles qui collent aux observations et ceux qui n'y collent pas, et ainsi réduire cette barre d'erreur. Voilà, alors le feedback, là, je l'ai présenté de façon très, très schématique. Hein. Modification de la couverture nuageuse, modification des effets parasols et des effets de serre, forçage radiatif, positif ou négatif. On ne sait pas trop. Enfin, il est plutôt entre... Les modèles actuellement, ils disent entre très légèrement négatif et très positif. Et modification de la couverture nuageuse, en réalité,
Donc ça, c'est toujours extrait du rapport du GIEC de 2013 sur les nuages. C'est schématisé comme ça, hein, la rétroaction, les boucles de rétroaction des nuages dans le système climatique. Donc ça, c'est un schéma, mais vous voyez, c'est quand même simplifié, mais malgré tout un peu plus complexe que la petite boucle que je vous ai présentée sur la planche d'avant.